Ce matin-là, allongée dans ce cercueil capitonné de satin blanc, j'ai senti l'odeur des lys blancs mélangée au parfum bon marché que ma belle-fille porte toujours. Les voix résonnaient dans la petite église Saint-Michel, celle où j'avais épousé mon défunt mari il y a 48 ans. Les mêmes vitraux laissaient passer la lumière dorée du matin. Les mêmes bancs de chêne craquaient sous le poids des visiteurs. Mais cette fois, j'étais censée être morte. J'entendais les pas. Des talons hauts sur le marbre froid. Ma fille Élodie s'approchait du cercueil. Je reconnaissais son parfum, celui que je lui avais offert pour ses 40 ans. Chanel numéro 5. Elle s'est penchée. J'ai senti son souffle près de mon visage. Finalement libérée de cette vieille inutile, a-t-elle murmuré. Mon cœur s'est serré. Pas de surprise. Juste une confirmation glaciale de ce que je soupçonnais depuis des mois. La voix de Sandrine, ma belle-fille, a répondu avec un rire étouffé. « Maintenant, tout nous appartient. La maison à Bordeaux, les comptes en banque, les bijoux de famille, tout. Elle a même signé la procuration le mois dernier, » a continué Élodie. Elle ne se doutait de rien. Pauvre maman, si naïve jusqu'à la fin. Elles ont ri, toutes les deux, devant mon cercueil. J'ai compté jusqu'à 300 dans ma tête, comme le docteur Moreau me l'avait conseillé. Respirer lentement. Ne pas bouger un cil, les faire croire, les laisser se dévoiler complètement. 5 minutes se sont écoulées. J'entendais les chuchotements des autres personnes présentes. Mes voisines, Madame Dupont et Madame Laurent, mon notaire, Maître Chevalier, le père Augustin qui devait célébrer la messe. Tous croyaient que j'étais partie. Puis, lentement, j'ai ouvert les yeux. La lumière m'a aveuglé 1 seconde. J'ai cligné. J'ai tourné la tête vers Élodie. Nos regards se sont croisés. Elle est devenue blanche comme le satin du cercueil. Je me suis redressée. Doucement. Mes articulations craquaient un peu, mais j'étais bien vivante. J'ai posé mes mains sur les bords du cercueil et je me suis assise complètement. Le cri d'Élodie a déchiré le silence de l'église. Un cri aigu, hystérique. Sandrine a reculé si violemment qu'elle a heurté un candélabre, le faisant tomber dans un fracas métallique. Madame Dupont s'est évanouie sur son banc. Le père Augustin a laissé tomber son missel. Maître Chevalier, lui, est resté figé, la bouche ouverte. Je suis sortie du cercueil. Mes jambes tremblaient légèrement, mais je tenais debout. J'ai lissé ma robe noire, celle que j'avais choisie moi-même pour cette comédie macabre. « Bonjour, ma chérie », ai-je dit calmement en regardant Élodie. « J'espère que tu as apprécié ton moment de liberté. » Élodie suffoquait. Elle cherchait ses mots. Sandrine pleurait déjà, des larmes de panique coulant sur son maquillage trop épais. « Maman, mais tu étais morte ?» J'ai souri. Un sourire doux, presque maternel. « Non, ma petite, juste très, très curieuse. Je m'appelle Océane Bonnard. J'ai 70 ans. Pendant 42 ans, j'ai été professeur de littérature au lycée Montaigne de Bordeaux. J'ai élevé seule ma fille après la mort de son père. J'ai tout sacrifié pour elle. Et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. L'histoire de comment j'ai organisé mon propre enterrement pour découvrir qui était vraiment ma fille. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Il faut que je vous raconte comment tout a commencé. Avant cette mascarade dans l'église. Avant les soupçons. Avant que mon propre cœur se brise en 1000 morceaux. Ma vie était simple et belle. J'habitais une maison en pierre de taille dans le quartier des Chartrons, à Bordeaux. Une demeure familiale que mon mari Pierre avait héritée de ses parents. 3 étages, un jardin avec un magnolia centenaire et une cuisine où flottait toujours l'odeur du pain frais et du café. Chaque matin, je me levais à 6 heures. J'ouvrais les volets de bois bleu. La lumière entrait doucement, caressant les meubles anciens, le piano à queue dans le salon, les bibliothèques remplies de livres que j'avais collectionnés toute ma vie. Balzac, Flaubert, Colette, mes compagnons fidèles. Pierre est mort il y a 22 ans. Cancer du pancréas. 3 mois entre le diagnostic et la fin. Élodie n'avait que 18 ans. Elle venait d'entrer à l'université pour étudier le droit. Mon monde s'est effondré, mais je me suis relevée. Pour elle. Toujours pour elle. Nous sommes devenus proches, Élodie et moi. Pendant des années, c'était nous deux contre le monde. Le dimanche, nous préparions ensemble le coq au vin de mon arrière-grand-mère. Nous marchions le long de la Garonne. Nous parlions de tout, de ses rêves, de ses amours, de ses peurs.
Quand elle a rencontré Marc, son futur mari, j'étais heureuse pour elle. Un jeune avocat brillant, ambitieux. Ils se sont mariés dans cette même église Saint-Michel. J'ai pleuré de joie en la voyant dans sa robe blanche, si belle, si radieuse. « Maman, tu seras toujours ma meilleure amie », m'avait-elle chuchoté ce jour-là en m'embrassant. J'avais cru ces mots, de tout mon cœur. Sandrine est arrivée dans nos vies il y a 5 ans. Marc l'a épousée 6 mois après son divorce d'avec Élodie, une femme plus jeune, 28 ans à l'époque, blonde décolorée, manière bruyante. Élodie était dévastée. Je l'ai soutenue. Je l'ai consolée pendant des nuits entières. Je lui ai prêté de l'argent quand Marc a refusé de payer la pension alimentaire correctement. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » lui disais-je. « Tu as ta mère, tu as cette maison, tu ne seras jamais seule. » Peu à peu, elle a semblé se reconstruire. Elle a trouvé un nouveau travail dans un cabinet d'avocats. Elle sortait davantage. Elle souriait à nouveau. Mais quelque chose avait changé. Au début, c'était de petites choses. Elle ne venait plus aussi souvent, le dimanche. Elle oubliait mon anniversaire. Quand elle appelait, nos conversations étaient courtes, expéditives. « Désolée, maman, je suis débordée », disait-elle toujours. Puis, les visites sont devenues encore plus rares, 1 fois par mois, puis tous les 2 mois, et toujours accompagnée de Sandrine. Oui, vous avez bien entendu, ma fille et son ex-belle-fille, ensemble, devenues inséparables. On a décidé de tourner la page, m'avait expliqué Élodie un jour. Marc était un salaud avec nous deux. Sandrine et moi, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup en commun. On est devenus amis. Cela m'avait semblé étrange, mais j'avais accepté. J'étais heureuse qu'Élodie ait une amie, qu'elle ne soit plus seule. Quelle naïveté. Les derniers mois, elles venaient toujours ensemble. Elles s'asseyaient dans mon salon. Elles buvaient mon thé, elles souriaient, mais leurs yeux regardaient ailleurs, vers les meubles anciens, vers les tableaux accrochés au mur, vers le coffret en acajou où je gardais les bijoux de ma grand-mère. Un jour, Sandrine m'a demandé « Océane, vous avez pensé à votre testament? À votre âge, il faut prévoir ces choses-là. » Élodie avait rougi. « Sandrine, voyons. »« Non, elle a raison, » avais-je répondu doucement. « J'y ai pensé. Tout ira à toi, Élodie. Tu es mon unique héritière. » Sandrine avait souri. Un sourire que je n'avais pas compris à ce moment-là. 3 semaines plus tard, elles m'ont emmenée chez le notaire. « Pour mettre à jour les papiers, » avait-elle dit. Maître Chevalier m'avait fait signer plusieurs documents. Je n'avais pas tout lu. J'avais confiance en ma fille. Quelle idiote j'étais. Le premier véritable signal d'alarme est venu un mardi après-midi de mars. Il pleuvait. Cette pluie fine et froide typique de Bordeaux qui s'infiltre partout, même dans les âmes. J'étais dans ma cuisine, en train de préparer une tarte aux pommes, la recette de ma mère, celle qu'Élodie adorait depuis son enfance. Elle devait venir dîner ce soir-là. Une visite rare, presque exceptionnelle désormais. Le téléphone a sonné. C'était elle. « Maman, je suis désolée. Un imprévu au bureau. Je ne pourrai pas venir. » Sa voix sonnait faux. Trop enjouée. Trop rapide. « Ce n'est pas grave, ma chérie. Une autre fois. »« Oui, une autre fois. Bisous, maman. » Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai regardé la tarte qui refroidissait sur le plan de travail. Les pommes, parfaitement disposées en rosace. La pâte dorée. Personne ne la mangerait. J'ai ouvert la fenêtre de la cuisine. L'air humide est entré, apportant l'odeur de la terre mouillée du jardin. Le magnolia perdait ses dernières fleurs blanches. Elles tombaient sur l'herbe, se transformant en bouillie brune. C'est à ce moment-là que j'ai vu la voiture. Une Mercedes noire garée de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, 2 silhouettes. Je les ai reconnues immédiatement. Élodie et Sandrine. Elles parlaient, gesticulation animée. Élodie tenait des papiers dans ses mains, des documents qu'elle montrait à Sandrine. Elle ne m'avait pas vue. J'ai reculé derrière le rideau. Mon cœur battait trop fort. Pourquoi était-elle là? Pourquoi Élodie m'avait-elle menti sur son imprévu au bureau? Elles sont restées là 20 minutes. Puis Sandrine a démarré et elles sont parties. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je tournais et retournais dans mon lit, cherchant une explication rationnelle. Peut-être qu'elle passait simplement dans le quartier. Peut-être qu'Élodie voulait me faire une surprise et avait changé d'avis. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait « Quelque chose ne va pas ». La semaine suivante, autre incident. J'étais allée faire mes courses au marché des Capucins. J'adore ce marché. Les couleurs, les odeurs, les voix des marchands qui crient leur prix.
Cela me rappelle ma jeunesse, quand j'y allais avec ma propre mère. J'achetais des fraises chez mon maraîcher habituel, Monsieur Dubois, quand j'ai entendu son nom. Élodie Bonnard. Je me suis retournée. 2 femmes discutaient près de l'étal de fromage. Tu as entendu? Elle va hériter d'une fortune. Sa mère a une maison magnifique dans les Chartrons. Oui, et apparemment, la vieille est déjà à moitié sénile. Élodie a obtenu une procuration pour tout gérer. Mon sang s'est glacé. Sénile? Moi? J'ai 70 ans, certes, mais mon esprit est aussi vif qu'à 20 ans. Je lis encore 3 livres par semaine. Je fais mes mots croisés tous les matins. Je gère parfaitement mes comptes, ma maison, ma vie. Procuration? Je me souvenais de cette visite chez le notaire, des papiers que j'avais signés sans tout lire attentivement. C'est juste pour faciliter les choses si tu tombes malade un jour, avait dit Élodie. Une simple précaution. J'ai quitté le marché sans terminer mes courses. Mes jambes tremblaient. J'ai marché jusqu'à un banc près de la Garonne. Je me suis assise et j'ai regardé le fleuve couler, lourd et gris sous le ciel chargé. Des questions tourbillonnaient dans ma tête. Que racontait exactement Élodie sur moi? Pourquoi parlait-on de moi comme d'une vieille sénile? Qu'avais-je vraiment signé chez ce notaire? Le soir même, j'ai téléphoné à Maître Chevalier. « Maître, c'est Madame Bonnard. J'aimerais revoir les documents que j'ai signés le mois dernier. » Un silence. Puis, « Madame Bonnard, votre fille m'a dit que vous étiez un peu confuse ces derniers temps. Elle m'a demandé de ne traiter qu'avec elle désormais. » Confuse? Ma voix tremblait. « Je ne suis absolument pas confuse. Je veux voir mes propres documents. Je comprends votre inquiétude. Mais légalement, maintenant que la procuration est en vigueur, la procuration pourquoi exactement? Pour la gestion complète de votre patrimoine, compte bancaire, biens immobiliers, décisions médicales. Votre fille a maintenant tous les pouvoirs. Vous avez signé, madame. C'est votre signature sur les documents. » J'ai raccroché. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû les poser à plat sur la table de la cuisine pour les stabiliser. Décision médicale, gestion complète, tous les pouvoirs. Qu'avais-je fait? Cette nuit-là, allongée dans le noir, j'ai compris. Les visites espacées, les regards vers mes meubles, les questions sur mon testament, la présence constante de Sandrine, les mensonges. Ma fille ne venait plus me voir par amour. Elle venait faire l'inventaire. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie, plus difficiles même que la mort de Pierre, parce qu'avec Pierre, je savais. La maladie était là, visible, tangible. Mais avec Élodie, tout était flou. Des soupçons, des doutes, et cette voix dans ma tête qui répétait sans cesse « Tu te trompes, c'est ta fille, elle t'aime ». Je voulais tellement le croire. Le vendredi, j'ai décidé de l'appeler, de parler ouvertement, de dissiper ce malaise qui me rongeait. « Élodie, ma chérie, est-ce que tu pourrais passer ce week-end? J'aimerais qu'on discute. »« De quoi, maman ?» Sa voix était froide, presque agacée. « De nous, de cette procuration. » Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris ce que j'ai signé. Un silence pesant. Puis, « Maman, on en a déjà parlé, c'est juste une précaution. Pour te protéger. Tu sais, à ton âge, il peut arriver n'importe quoi. » À mon âge? Élodie, j'ai 70 ans, pas 90, je vais parfaitement bien. Justement, maman. Sa voix s'est adoucie, prenant ce ton maternel qu'on utilise avec les enfants. C'est maintenant qu'il faut prévoir, quand on est encore lucide, avant que... Enfin, tu comprends. Avant que quoi? Avant que je devienne sénile, comme elle le racontait à tout le monde? Élodie, je veux annuler cette procuration. Maman, ne sois pas ridicule. Tout est déjà en place. Et puis, cela me facilite tellement les choses. Je peux payer tes factures, gérer tes rendez-vous médicaux, m'occuper de l'entretien de la maison. Tu devrais être soulagée, pas inquiète, mais je peux faire tout cela moi-même. Maman, elle a soupiré. Un long soupir exaspéré. Écoute, je suis très occupée en ce moment. On en reparlera plus tard, d'accord? Je t'embrasse. Elle a raccroché. J'ai gardé le téléphone contre mon oreille longtemps après qu'elle ait coupé, écoutant la tonalité continue, ce son vide qui résumait parfaitement notre relation désormais. J'aurais dû insister. J'aurais dû aller directement chez un avocat. Mais je n'ai rien fait, parce que j'avais peur. Peur de la vérité. Peur de découvrir que ma fille, mon unique enfant, celle pour qui j'avais tout sacrifié, me trahissait. Alors j'ai choisi la lâcheté. J'ai choisi de fermer les yeux. Les semaines ont passé. J'ai continué ma routine. Le matin, je me levais, je préparais mon café,
Je lisais le journal. Je m'occupais de mon jardin. Je rendais visite à Madame Dupont, ma voisine. Nous prenions le thé ensemble et parlions de choses insignifiantes. La météo, les prix au marché. Les petits-enfants qu'elle voyait chaque dimanche. Moi, je ne parlais jamais d'Élodie, parce qu'elle ne venait plus. Un matin de mai, j'ai reçu une lettre de ma banque. Une simple lettre administrative. Nous vous informons que Madame Élodie Bonnard a effectué un virement de 15 000 € depuis votre compte épargne. 15 000 €. Mes mains tremblaient en tenant cette lettre. Je l'ai relue 3 fois. Ce n'était pas une erreur. C'était bien mon compte, mon argent. Et Élodie l'avait pris. J'ai téléphoné immédiatement à la banque. « Bonjour, Madame Lacroix à l'appareil. Je viens de recevoir une notification concernant un virement important depuis mon compte. » « Oui, Madame Bonnard. Un instant, je consulte votre dossier. » Une pause. Le bruit des touches d'ordinateur. Effectivement. Votre fille, qui a procuration sur vos comptes, a effectué ce virement mardi dernier. Mais je n'ai rien autorisé. Madame Bonnard, votre fille a tous les pouvoirs sur vos comptes. Elle n'a pas besoin de votre autorisation. C'est vous qui lui avez donné cette procuration. Je veux la révoquer. Immédiatement. Je crains que cela ne soit pas aussi simple. Il faut prendre rendez-vous avec votre conseiller, remplir des formulaires et... Elle a hésité. Madame Bonnard, votre fille nous a informé que vous souffriez de troubles de la mémoire. Elle nous a demandé de ne pas tenir compte de vos demandes sans qu'elle soit présente. C'est pour votre protection. Pour ma protection. Ces mots résonnaient comme une condamnation. Je ne souffre d'aucun trouble de la mémoire, ai-je dit, ma voix tremblante de colère et d'impuissance. Ma fille ment. Madame, je comprends votre frustration. Mais nous devons suivre les procédures légales. Je vous conseille d'en parler directement avec votre fille. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Pierre. De grosses larmes chaudes qui coulaient sans s'arrêter. Je pleurais sur cette trahison. Sur cette fille que je ne reconnaissais plus. Sur ma propre naïveté. Comment en étais-je arrivé là? Comment avais-je pu être aussi aveugle? Le lendemain, Élodie est venue. Sans prévenir. Elle est entrée avec ses clés, mes clés, accompagnée de Sandrine. « Bonjour, maman. » Elle m'a embrassée sur les 2 joues. Un baiser froid, mécanique. Sandrine m'a fait un petit signe de la main. « Nous sommes venus prendre le thé avec toi. » Elles se sont installées dans mon salon comme si elles étaient chez elles. Sandrine a même posé ses pieds sur mon ottoman ancien, celui que ma grand-mère avait ramené de Paris. « Élodie, j'ai reçu une lettre de la banque. »« Ah oui, le virement. » Elle a souri. Un sourire désinvolte. J'avais besoin de cet argent pour des réparations urgentes sur ta maison. Le toit fuyait. Je ne voulais pas t'inquiéter avec ça. Le toit? Mais il ne fuit pas. J'aurais remarqué. Maman. Elle a échangé un regard avec Sandrine. Un regard entendu. Tu ne montes plus au grenier depuis des mois. Comment pourrais-tu le savoir? Je monte au grenier régulièrement. Vraiment? Sandrine est intervenue, sa voix doucereuse. Ah. Océane, vous êtes sûre? Parce qu'Élodie m'a dit que vous oubliez beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai senti la colère monter en moi. Une colère brûlante, presque violente. Je n'oublie rien du tout. Et je ne vous ai pas autorisé à prendre cet argent. Élodie s'est levée. Elle s'est approchée de moi. Elle a posé sa main sur mon épaule. Un geste qui se voulait rassurant, mais qui me glaçait. Maman, calme-toi. Le stress n'est pas bon pour ta santé. Nous sommes là pour t'aider. Pour prendre soin de toi. Tu devrais être reconnaissante, pas en colère. Reconnaissante. Ce mot m'a fait l'effet d'une gifle. Je veux que tu annules cette procuration. Impossible. Sa voix était devenue dure. C'est pour ton bien. Tu ne peux plus gérer seule, maman. Il faut que tu l'acceptes. Elles sont parties peu après, me laissant seule dans mon salon, entourée de mes livres, de mes souvenirs, de ma vie qui ne m'appartenait plus. Cette nuit-là, assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, regardant la lune se refléter sur les toits d'ardoise, j'ai pris une décision. Je ne me battrai pas. Pas encore. Je ferai profil bas. Je les laisserai croire que j'acceptais, que j'étais cette vieille femme docile et confuse qu'elle voulait que je sois. Mais je surveillerai, j'observerai. Et quand le moment serait venu, j'agirai. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les mois de juin et juillet ont été étranges. J'ai joué un rôle que je n'avais jamais joué auparavant, celui de la vieille femme soumise, celle qui hoche la tête, celle qui sourit vaguement, celle qui ne pose pas de questions. Mais derrière ce masque, j'observais tout. J'ai commencé à noter.
dans un petit carnet bleu que je gardais caché dans ma table de nuit, sous mes romans de Colette, chaque visite d'Élodie, chaque conversation, chaque détail suspect. Mercredi 12 juin, Élodie venue avec Sandrine ont passé 20 minutes dans mon bureau alors que je préparais le thé, et entendu des tiroirs s'ouvrir. Vendredi 21 juin, Élodie a mentionné un nouveau placement financier très avantageux pour moi, a insisté pour que je signe des papiers. J'ai refusé poliment, prétextant une migraine. Elle est partie contrariée. Mardi 2 juillet. Madame Dupont m'a dit qu'Élodie était venue la semaine dernière lui poser des questions sur ma santé mentale. Lui a demandé si je paraissais confuse. Madame Dupont lui a répondu que j'étais en parfaite forme. Chaque note était une pièce d'un puzzle que je commençais à assembler. Un après-midi étouffant de juillet, j'ai décidé de fouiller mon propre bureau. Cela peut paraître étrange, mais j'avais l'intuition qu'Élodie y avait laissé des traces, des indices de ses véritables intentions. J'ai attendu qu'elle parte après une de ses brèves visites. Elle était venue m'apporter des courses que je n'avais pas demandées, encore une façon de me faire passer pour incapable, sans doute. « Voilà, maman, j'ai pris tout ce qu'il te faut. Tu ne devrais plus avoir besoin de sortir cette semaine. » Comme si j'étais prisonnière de ma propre maison. Dès que j'ai entendu sa voiture démarrer, je suis montée à mon bureau. C'était une petite pièce au 2e étage, avec une fenêtre donnant sur le jardin. Mon sanctuaire, l'endroit où j'avais corrigé des milliers de copies pendant mes années d'enseignement, où j'écrivais encore mes lettres à l'ancienne, à la plume. J'ai ouvert les tiroirs un par un. Mes factures étaient redéplacées. Mes relevés bancaires, que je rangeais toujours chronologiquement, étaient en désordre. Quelqu'un avait fouillé ici, récemment. Puis j'ai trouvé quelque chose qui ne m'appartenait pas. Une enveloppe Kraft glissée entre 2 dossiers. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, des photocopies. Des documents que je n'avais jamais vus. Le premier était un certificat médical, daté du 15 mai, signé par un certain docteur Blanchard, un nom que je ne connaissais pas. Madame Océane Bonnard présente des signes évidents de déclin cognitif, troubles de la mémoire à court terme, désorientation temporelle, incapacité à gérer ses affaires courantes. Je recommande une mise sous tutelle pour sa protection. J'ai relu ce texte 3 fois. Mes mains tremblaient tellement que le papier bruissait. Déclin cognitif? Désorientation? Qui était ce docteur Blanchard? Je n'avais jamais consulté personne de ce nom. Je voyais le docteur Moreau depuis 30 ans. Il me connaissait parfaitement et savait que j'étais en excellente santé mentale. Ce certificat était un faux. Il devait l'être. J'ai continué à fouiller dans l'enveloppe. Un autre document. Une estimation immobilière de ma maison. Valeur estimée 750 000 €. Potentiel de revente excellent. Quartier prisé. 750 000 €. Ma maison. Mon refuge. Réduite à un chiffre. Et puis, tout au fond de l'enveloppe, un document qui m'a glacé le sang. Une brochure d'une résidence pour personnes âgées. Les Jardins de l'Espérance. Établissement médicalisé. Prise en charge Alzheimer et démence sénile. Des pages étaient cornées. Des appartements étaient entourés au stylo rouge. Les moins chers, les plus petits. 15 mètres carrés. Une chambre, une salle de bain. Vue sur le parking. Dans la marge, une écriture que je connaissais trop bien. L'écriture d'Élodie, 2500 €, mois, largement couvert par sa retraite. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Elle voulait m'enfermer, me faire passer pour folle, prendre ma maison. M'enfermer dans un établissement médicalisé alors que j'étais parfaitement saine d'esprit. Comment une fille peut-elle faire cela à sa mère? J'ai pleuré. Assise à mon bureau, entourée de ces documents qui condamnaient ma propre enfant, j'ai pleuré en silence. Pas des larmes de tristesse cette fois. Des larmes de rage, d'impuissance, de trahison absolue. Quand je me suis calmée, j'ai tout photographié avec mon vieux téléphone portable. Élodie ne savait pas que j'avais appris à utiliser la fonction appareil photo. Elle me croyait trop vieille pour la technologie. Erreur. J'ai remis tous les documents exactement où je les avais trouvés. Puis, je suis descendue. J'ai préparé du thé. Je me suis assise dans mon salon et j'ai réfléchi. Il me fallait des preuves. Plus de preuves. Et il me fallait des alliés. Le lendemain matin, j'ai téléphoné à mon médecin, le docteur Moreau. « Docteur, c'est Océane Bonnard. J'aurais besoin de vous voir. C'est urgent. »« Bien sûr, Océane. Que se passe-t-il? Vous allez bien? » ?»« Physiquement, oui. Mais j'ai un problème délicat à vous exposer. Le jour même, j'étais dans son cabinet. Un cabinet que je connaissais par cœur.
Les murs vert pâle, les diplômes encadrés, l'odeur de désinfectant et de lavande. Le docteur Moreau avait 65 ans. Un homme gentil, aux cheveux gris, qui m'avait soigné à travers une grippe terrible, 2 pneumonies, et le chagrin terrible après la mort de Pierre. Alors, Océane, dites-moi. Je lui ai tout raconté. La procuration, les mensonges d'Élodie, le certificat médical falsifié, le projet de me placer en établissement. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis il a soupiré longuement. Océane, vous êtes en parfaite santé mentale. Je peux en témoigner. Je vous connais depuis 3 décennies. Votre esprit est aussi vif qu'il y a 20 ans. Alors, ce certificat est manifestement frauduleux. Je ne connais aucun docteur Blanchard à Bordeaux. Et même si ce médecin existe, il n'a aucun droit de vous diagnostiquer sans vous avoir jamais examiné. Que puis-je faire? Il a réfléchi un moment, tapotant son stylo contre son bureau. Je peux vous faire passer des tests cognitifs complets, tests de mémoire, d'orientation, de raisonnement. Cela prendra quelques heures, mais nous aurons un dossier médical solide prouvant votre parfaite santé mentale. Ce sera votre bouclier si votre fille tente de vous faire interner. Faisons-le. Nous avons passé l'après-midi entier à ces tests. Questions, puzzles, exercices de mémoire. À la fin, le docteur Moreau souriait. Océane, vos résultats sont excellents. Vous avez les capacités cognitives d'une personne de 50 ans. Je vais rédiger un rapport médical complet. Gardez-le précieusement. En quittant le cabinet, je me sentais plus forte, armée. Mais ce n'était que le début. Le soir même, j'ai reçu un appel de Maître Chevalier, mon notaire. Madame Bonnard, je vous appelle car votre fille vient de me contacter. Elle souhaite mettre en vente votre maison. Mon cœur s'est arrêté. Pardon? Elle dit que vous ne pouvez plus vivre seule, qu'il faut vendre pour financer votre placement en résidence médicalisée. Avec la procuration qu'elle détient, légalement, elle peut le faire. Elle ne peut pas faire ça. C'est ma maison. Je comprends votre détresse, Madame Bonnard. Mais légalement, si elle a une procuration complète et un certificat médical attestant de votre incapacité, ce certificat est un faux. Un silence. Vous en êtes certaine? Absolument. J'ai un rapport médical du docteur Moreau qui prouve que je suis en parfaite santé mentale. Dans ce cas, il faut agir vite. Je vous conseille de contacter un avocat spécialisé en droit des personnes et de porter plainte. Porteur plainte, contre ma propre fille. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, regardant les ombres danser au plafond, j'ai compris que j'étais à un carrefour. Je pouvais soit me battre, soit me laisser détruire. J'ai pensé à Pierre, à ce qu'il aurait fait. Lui qui était si droit, si intègre. Il aurait été anéanti de voir ce qu'était devenue notre fille. Pierre, ai-je murmuré dans le noir. Aide-moi, donne-moi la force. Et c'est là, dans ce moment de solitude absolue, que l'idée m'est venue. Une idée folle, presque grotesque, mais brillante. Si Élodie voulait me faire passer pour morte, si elle attendait avec impatience mon enterrement pour récupérer ma fortune, alors je lui donnerais exactement ce qu'elle désirait. Mon propre enterrement. Un faux enterrement où je verrais enfin son vrai visage, où elle se dévoilerait complètement, où tous ses masques tomberaient. J'ai souri dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Mon plan était audacieux, presque insensé. Mais c'était le seul moyen de démasquer Élodie complètement, de la prendre en flagrant délit de mensonge, de montrer au monde entier qui elle était vraiment devenue. Mais je ne pouvais pas le faire seule. J'avais besoin d'alliés, de personnes qui me faisaient leur confiance, de personnes qui connaissaient la véritable Élodie. J'ai commencé par le docteur Moreau. Je suis retournée à son cabinet le mercredi suivant. Quand je lui ai exposé mon plan, il m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. « Océane, vous voulez organiser votre propre enterrement? Un faux enterrement, oui. Mais c'est complètement fou. Docteur, ma fille veut me faire interner. Elle veut vendre ma maison. Elle a falsifié un certificat médical. Elle raconte à tout le monde que je suis sénile. » Ma voix tremblait, mais je me suis ressaisie. J'ai besoin de preuves irréfutables de sa trahison, des preuves que personne ne pourra nier. Et le seul moyen d'obtenir ces preuves, c'est de lui faire croire que j'ai disparu. Il a enlevé ses lunettes. Il s'est frotté les yeux. Puis il a souri. Un petit sourire triste. Vous savez, Océane, en 30 ans de médecine, je n'ai jamais entendu une demande pareille. Alors, il a remis ses lunettes. Je vais vous aider.
parce que ce que votre fille vous fait subir est immoral, et parce que vous avez le droit de connaître la vérité. Mon cœur s'est allégé. J'avais mon premier allié. De quoi aurez-vous besoin? A-t-il demandé. Un certificat de décès. Officiel. Qui puisse tromper les pompes funèbres, le père Augustin, tout le monde. Il a hoché la tête, lentement. Je peux faire ça. Je peux rédiger un certificat mentionnant une mort naturelle, arrêt cardiaque. À votre âge, personne ne posera de questions. Pas d'autopsie requise. Mais Océane, il m'a regardé gravement. Si nous faisons cela, nous enfreignons la loi. Je risque ma licence, vous comprenez? Je comprends. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Quand voulez-vous? Mourir? Cette question, aussi absurde soit-elle, m'a fait sourire malgré moi. Dans 2 semaines. Le temps de tout organiser. Ensuite, j'ai eu besoin du père Augustin. Le père Augustin était le prêtre de Saint-Michel depuis 25 ans. Un homme doux, au visage marqué par la bonté. Il m'avait mariée. Il avait baptisé Élodie. Il avait célébré les funérailles de Pierre. Je suis allée le voir un après-midi. L'église était vide, fraîche, silencieuse. Je l'ai trouvé dans la sacristie, en train de préparer la messe du lendemain. « Océane, quelle joie de vous voir, cela fait longtemps. Père, j'ai besoin de votre aide, et de votre discrétion absolue. » Je lui ai tout raconté. Tout. La trahison d'Élodie, le certificat falsifié, le projet de me faire interner. Et mon plan. Il m'a écouté en silence, les mains jointes, le visage grave. Quand j'ai terminé, il est resté longtemps sans parler. Puis il a dit « Ce que vous me demandez, Océane, c'est de mentir, de participer à une mise en scène. Je sais, et je sais que cela va contre vos principes. Mais... » Il a levé la main. « Ce que votre fille vous fait subir est aussi un mensonge bien plus grave. Elle trahit le commandement le plus sacré, honorer son père et sa mère. Alors je vais vous aider. Je célébrerai votre enterrement. Mais à une condition, après la révélation, après que tout le monde saura la vérité, vous devrez pardonner à Élodie. Pardonner. » Ce mot résonnait étrangement dans mon cœur. Je ne sais pas si je pourrais, père. Essayez. Pour votre âme, pas pour la sienne. J'ai acquiescé. Même si, au fond de moi, je savais que le pardon serait la chose la plus difficile au monde. Il me restait un dernier allié à convaincre. Le plus important. Madame Dupont. Ma voisine depuis 40 ans. Mon amie. La seule personne qui venait encore me voir régulièrement, qui prenait le thé avec moi, qui me racontait des histoires de ses petits-enfants. Je l'ai invitée chez moi un jeudi après-midi. J'ai préparé son gâteau préféré, une tarte au citron meringué. Nous étions assises dans mon salon, nos tasses de thé fumant entre nos mains, quand je lui ai dit « Henriette, j'ai quelque chose d'important à vous demander. » Elle a posé sa tasse. « Océane, vous me faites peur. Vous êtes malade? »« Non, mais je vais mourir. » Son visage s'est décomposé. « Mon Dieu, attendez. » J'ai souri. « Je vais mourir, mais juste pour quelques heures. » Et je lui ai tout expliqué. Contrairement au docteur Moreau et au père Augustin, Madame Dupont n'a pas hésité une seule seconde. « Cette petite peste !» a-t-elle lâché, ses yeux brillants de colère. J'ai toujours su qu'elle ne valait rien. Même enfant, elle était égoïste. Je me souviens quand elle avait 10 ans, elle avait cassé mon rosier préféré et elle vous avait menti, disant que c'était le chat du voisin. Henriette, non, laissez-moi finir. Elle a pris ma main dans la sienne, sa peau ridée et douce. Vous êtes comme une sœur pour moi, Océane. Si cette garce veut vous voler votre maison, votre dignité, votre vie, alors nous allons lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Dites-moi ce que je dois faire. Le jour de l'enterrement, vous serez dans l'église. Vous observerez Élodie, vous l'écouterez, et vous témoignerez de ce qu'elle dira. Comptez sur moi. Les 2 semaines suivantes ont été surréalistes. J'ai continué ma vie normalement. Je suis allée au marché, j'ai arrosé mes fleurs, j'ai relu mes livres préférés, Madame Bovary, le grand Maulnes. J'ai regardé le magnolia dans mon jardin perdre ses dernières fleurs d'été. Élodie est venue 2 fois. À chaque visite, elle parlait de projets, de changements nécessaires, de mon bien. Je hochais la tête, je souriais vaguement, je jouais la vieille femme fatiguée. « Tu as l'air épuisée, maman », a-t-elle dit lors de sa dernière visite. « Je suis fatiguée, c'est vrai. Tu devrais peut-être voir un médecin. »« Oui, peut-être. » Elle est partie satisfaite. Elle croyait que je m'affaiblissais, que je serais bientôt trop faible pour résister. La veille du jour J, j'ai écrit 2 lettres. La première pour Maître Chevalier, mon notaire. Une lettre où j'expliquais tout.
La manipulation d'Élodie, le certificat falsifié, mon plan. Si quelque chose m'arrivait vraiment, disais-je dans cette lettre, je veux que vous sachiez la vérité. La deuxième lettre était pour Élodie elle-même. Je l'ai écrite, puis déchirée, puis réécrite, puis déchirée à nouveau. Que pouvais-je lui dire? Comment exprimer cette douleur, cette déception, cette trahison? Finalement, je n'ai rien écrit. Les mots ne suffisaient pas. Le matin du 15 août, le docteur Moreau est venu chez moi très tôt. 6 heures du matin. Le soleil se levait à peine. « Vous êtes prête, Océane ?» « Oui. » Il m'a examiné une dernière fois. Tension artérielle, pouls, réflexe. Tout était parfait. « Vous êtes en excellente santé pour mourir, » a-t-il dit avec un sourire triste. Il a sorti de sa sacoche le certificat de décès, un document officiel, avec tous les tampons nécessaires. Madame Océane Bonnard, décédée le 15 août 2024 à 6h30 du matin. Cause, arrêt cardiaque, mort naturelle. Voir son propre certificat de décès est une expérience que je ne souhaite à personne. C'est comme se voir disparaître, comme si une partie de soi s'effaçait déjà. Je vais appeler les pompes funèbres dans 1 heure, a dit le docteur Moreau. Vous devrez être allongé dans votre lit, immobile, les yeux fermés. Ils ne vous examineront pas de près. Ils ont confiance en mon certificat. Et ensuite, ils vous emmèneront, vous prépareront, vous habilleront, vous mettront dans le cercueil. Tout ce temps, vous devrez rester parfaitement immobile, comme une morte. Combien de temps? Environ 12 heures, jusqu'à l'enterrement demain matin. Océane. Il m'a regardé avec inquiétude. Êtes-vous certaine de pouvoir tenir? J'ai attendu 70 ans pour apprendre à être patiente, docteur. Je peux tenir 12 heures de plus. À 7h30, les pompes funèbres sont arrivées. 2 hommes en costume sombre, professionnels, respectueux. J'étais allongée dans mon lit, les mains croisées sur la poitrine, les yeux fermés. J'avais enfilé ma plus belle chemise de nuit, celle en soie blanche que Pierre m'avait offerte pour notre 20e anniversaire. J'entendais leur voix, assourdie, lointaine. Pauvre femme, elle a l'air paisible. Oui, le docteur Moreau dit qu'elle est partie dans son sommeil, sans souffrir. Ils m'ont soulevée, délicatement, comme on soulève quelque chose de précieux et fragile. Ils m'ont posée sur une civière, puis dans leur véhicule. Le trajet jusqu'au funérarium a duré 15 minutes. Chaque seconde était une éternité. Je devais contrôler ma respiration, la rendre imperceptible, ne pas bouger. Même quand la civière a heurté un trottoir, même quand le froid de la morgue m'a saisi, on m'a lavé, habillé, maquillé. Des mains étrangères touchaient mon corps, arrangeaient mes cheveux, appliquaient du rouge à lèvres rose pâle. Je me concentrais sur ma respiration, lente, régulière, presque inexistante. Puis on m'a mise dans le cercueil. Le couvercle était ouvert. Dieu merci, je pouvais respirer. Mais l'espace était étroit, confiné. L'odeur du bois verni et des fleurs me donnait la nausée. Les heures ont passé, interminables. J'entendais des voix parfois, des employés des pompes funèbres, le père Augustin qui était venu vérifier les arrangements. « Tout est prêt pour demain matin », a-t-il dit. « Que Dieu accueille son âme. » Si seulement il savait que mon âme était encore bien accrochée à mon corps. La nuit est tombée. Le funérarium s'est vidé. Le silence était total, oppressant. J'ai ouvert les yeux dans le noir. Je ne voyais rien, juste l'obscurité épaisse du cercueil, des murs, de la mort qui m'entourait sans me prendre. « Pierre », ai-je murmuré, « si tu peux m'entendre, donne-moi la force. Demain, je découvrirai qui est vraiment notre fille. » J'ai fermé les yeux et j'ai attendu l'aube. Le matin du 16 août s'est levé gris et lourd. À travers le bois du cercueil, j'entendais la pluie tambouriner contre les vitres du funérarium. Une pluie d'été, chaude et dense, qui transformait Bordeaux en ville de brume. À 8 heures, les employés sont arrivés. J'ai entendu leurs pas, leur voix étouffée. On va la transporter à Saint-Michel. La cérémonie est à 10 heures. On m'a soulevé. Le cercueil a été chargé dans le corbillard. Le trajet jusqu'à l'église a duré 20 minutes. Chaque virage, chaque nid de poule me faisait bouger légèrement. Je devais rester parfaitement rigide. Une morte ne bouge pas. Quand nous sommes arrivés à Saint-Michel, j'ai entendu les cloches sonner. Ce son que je connaissais depuis mon enfance. Ces mêmes cloches qui avaient sonné pour mon mariage, pour le baptême d'Élodie, pour l'enterrement de Pierre. Et maintenant, elles sonnaient pour moi. On m'a porté à l'intérieur.
Je sentais l'odeur de l'encens, de la pierre humide, des lys blancs qu'on avait disposés autour du cercueil. Le cercueil a été posé sur des tréteaux devant l'autel. J'entendais l'écho des voix dans la nef, puis le silence. Un long silence pendant lequel j'imaginais l'église se remplir. J'entendais des chuchotements, des pas, le bruissement des vêtements, des sanglots étouffés. Pauvre Océane, si soudainement, elle avait l'air en bonne santé la semaine dernière. Des voix que je reconnaissais, mes anciennes collègues du lycée, mes voisins, Madame Laurent, Monsieur Petit, l'épicier, le père Thomas, mon professeur de piano quand j'avais 10 ans et qui avait maintenant 92 ans. Tous étaient venus me dire adieu. Et moi, je les trompais tous. Cette pensée me faisait mal. Mais je devais continuer. Pour la vérité, pour la justice. Puis j'ai entendu sa voix. Élodie. « Bonjour, Père Augustin, merci d'avoir tout organisé si rapidement. » Sa voix était calme, posée, celle d'une fille endeuillée mais digne. « C'est naturel, ma fille. »« Votre mère était une paroissienne fidèle. » »« Oui, elle aimait beaucoup cette église. » Des pas. Elle s'approchait du cercueil. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. Je devais me calmer, respirer lentement, imperceptiblement. Je sentais sa présence à côté de moi, son parfum. Chanel numéro 5, celui que je lui avais offert et qu'elle portait maintenant comme un masque de sophistication. « Au revoir, maman », a-t-elle murmuré. Sa voix était plate, sans émotion, comme si elle lisait un texte appris par cœur. Puis elle s'est éloignée. J'ai entendu une autre voix. « Sandrine, tu tiens le coup, ma chérie ?»« Oui, ça va, c'est juste étrange. Ce matin encore, je ne réalisais pas vraiment. Mais maintenant, en la voyant là, je sais. Mais tu as été une fille merveilleuse. Tu as tout fait pour elle jusqu'à la fin. J'essayais, même si elle ne s'en rendait plus compte. La pauvre, elle était tellement perdue ces derniers mois. Perdue. Ce mot résonnait dans ma tête comme une accusation injuste. Au moins, elle n'a pas souffert, a continué Élodie. Le docteur a dit qu'elle est partie dans son sommeil. C'est une bénédiction. Elles se sont assises. J'entendais leurs murmures, mais je ne comprenais plus les mots. D'autres personnes entraient. L'église se remplissait. Puis, les cloches ont sonné 10 heures. La messe a commencé. La voix du père Augustin résonnait dans la nef. « Mes frères, mes sœurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour accompagner notre sœur Océane dans son dernier voyage. » Il parlait de moi, de ma vie, de mon dévouement à l'enseignement, de mon amour pour la littérature, de mon courage après la mort de Pierre. Océane était une femme de foi et de dignité, une mère aimante, une amie fidèle. Elle laisse derrière elle le souvenir d'une vie bien vécue. C'était étrange d'entendre son propre éloge funèbre, de savoir que tous ces gens pensaient à vos qualités, à vos défauts, à votre vie résumée en quelques phrases. La messe s'est poursuivie. Les chants, les prières, le Notre Père que tout le monde récitait en chœur. Puis est venu le moment que je redoutais et attendais à la fois. Si quelqu'un souhaite dire quelques mots en mémoire d'Océane, a dit le père Augustin. Un silence, puis des pas. Élodie se levait. Elle s'est approchée du cercueil. J'entendais sa respiration. Elle était juste au-dessus de moi. Ma mère, sa voix tremblait légèrement. Ma mère était une femme forte. Après la mort de mon père, elle a tout fait pour moi. Elle m'a élevée seule. Elle a sacrifié beaucoup de choses pour mon éducation, pour mon avenir. Des sanglots dans l'assistance. Les gens étaient émus. Ces derniers mois ont été difficiles. Maman perdait la mémoire. Elle se perdait dans ses propres pensées. C'était douloureux de la voir décliner. Non, non, je ne déclinais pas. C'était un mensonge répété devant tous ces gens. Mais je me console en sachant qu'elle est partie paisiblement, sans douleur, sans se rendre compte de ce qui lui arrivait. Elle s'est tue. Un long silence, puis elle a ajouté, sa voix à peine audible. « Au revoir, maman. Repose en paix. » Elle est retournée s'asseoir. Des applaudissements discrets ont résonné. Les gens admiraient cette fille courageuse qui avait pris soin de sa mère malade jusqu'au bout. Si seulement ils savaient. La messe s'est terminée. Le père Augustin a donné la bénédiction finale. Que Dieu accueille l'âme d'Océane dans sa miséricorde infinie. Amen. Amen, a répondu l'assistance. Puis les gens ont commencé à se lever, à sortir. J'entendais leur conversation, leurs condoléances à Élodie. Courage, ma petite. Elle est dans un monde meilleur maintenant.
Si tu as besoin de quoi que ce soit, peu à peu, l'église s'est vidée. Les voix se sont éloignées. Jusqu'au porche, puis dans la rue. Je savais que certaines personnes restaient. Madame Dupont, Maître Chevalier, le docteur Moreau qui était venu discrètement, et Élodie et Sandrine. J'entendais leurs pas. Elles s'approchaient à nouveau du cercueil. « Tout le monde est parti ?» a demandé Sandrine. « Presque. Il reste quelques personnes dehors. Elles attendent de me présenter leurs condoléances. Tu vas leur parler ? » « Oui, mais rapidement. J'ai rendez-vous avec Maître Chevalier à midi. Pour la succession. Déjà. À peine morte, déjà elle parlait de succession. « Et la maison ?» a demandé Sandrine. « On pourra la mettre en vente dès la semaine prochaine. Maître Chevalier a dit que tout était en ordre. Avec la procuration, je peux tout gérer rapidement. 750 000 €, c'est ça ? Au minimum. Peut-être plus si on trouve le bon acheteur. » Elle riait. Doucement, discrètement, mais elle riait. « Finalement libérée de cette vieille inutile, » a dit Élodie. Ces mots, les mêmes mots qu'elle avait prononcés la veille dans ma maison. Je les entendais maintenant dans cette église, devant mon cercueil, devant Dieu. Maintenant, tout nous appartient, a complété Sandrine. La maison à Bordeaux, les comptes en banque, les bijoux de famille, tout. Elle a même signé la procuration le mois dernier, a continué Élodie. Elle ne se doutait de rien. Pauvre maman, si naïve jusqu'à la fin. Elles ont ri à nouveau, plus fort cette fois, comme si elles étaient seules, comme si personne ne pouvait les entendre. Mais je les entendais, chaque mot, chaque rire, chaque trahison. J'ai compté dans ma tête. 1, 2, 3, 4, 5. 5 minutes. J'allais attendre 5 minutes exactement, comme prévu avec le docteur Moreau. 5 minutes pour qu'elle se dévoile complètement. Tu sais ce qui est drôle ? A dit Sandrine. C'est qu'elle croyait vraiment que tu l'aimais. Je sais. Pathétique, non ? Quand même, tu as été convaincante, toutes ces années à jouer la fille dévouée. Il fallait bien. Pour l'héritage. Sinon, j'aurais coupé les ponts depuis longtemps. Tu te souviens quand je t'ai dit que ma mère était un boulet ? Oui. Sandrine riait. Tu disais qu'elle était collante, qu'elle t'étouffait avec son amour maternel. Elle m'étouffait effectivement. Mais maintenant, plus jamais. Maintenant, je suis libre, riche et libre. 300 secondes. J'avais compté 300 secondes. Il était temps. J'ai ouvert les yeux. La lumière des vitraux m'a aveuglé 1 seconde. J'ai cligné. Puis j'ai tourné la tête, lentement, vers Élodie. Nos regards se sont croisés. J'ai vu son visage changer. La surprise, puis l'incompréhension, puis la terreur absolue. « Maman !» Sa voix n'était qu'un murmure étranglé. Je me suis redressée, doucement. Mes articulations craquaient après ces longues heures d'immobilité. J'ai posé mes mains sur les bords du cercueil capitonné de satin blanc. Sandrine a reculé en titubant, heurtant un banc. Elle a crié. Un cri aigu, hystérique, qui a résonné dans toute l'église. Madame Dupont, assise au fond, s'est levée précipitamment. Maître Chevalier est resté figé, bouche ouverte. Le docteur Moreau observait la scène avec gravité. Je suis sortie du cercueil. Mes jambes tremblaient un peu, mais je tenais debout. J'ai lissé ma robe noire, celle que j'avais choisie moi-même, celle dans laquelle j'avais voulu mourir, mais qui maintenant servait à ma résurrection. « Bonjour Élodie », ai-je dit d'une voix calme. « J'espère que tu as apprécié ta liberté. » Élodie suffoquait. Ses mains agrippèrent sa gorge. Son visage était blanc comme la cire des cierges qui brûlaient autour de nous. « Tu étais... morte ?» J'ai souri. Un sourire doux, presque maternel. « Non, ma petite. Juste très, très attentive. » Sandrine pleurait déjà. De vraies larmes de panique. Son maquillage coulait, créant des rivières noires sur ses joues. « Océane. Ce n'est pas... Nous ne voulions pas dire... Vous ne vouliez pas dire quoi ? Ma voix est devenue plus dure. Que j'étais une vieille inutile ? Que vous étiez libre ? Que tout vous appartenait maintenant ? Maman, je peux expliquer. Expliquer quoi, Élodie ? Je me suis approchée d'elle. Explique-moi comment tu as falsifié un certificat médical. Explique-moi comment tu as raconté à tout le monde que j'étais sénile. Explique-moi comment tu as pris 15 000 € sur mon compte sans me demander. Explique-moi les brochures pour maison de retraite que j'ai trouvées dans mon bureau. Elle reculait à chaque pas que je faisais vers elle. Je voulais juste te protéger. Me protéger ? J'ai ri. Un rire amer. Tu voulais me protéger en me volant ma maison, en me faisant enfermer, en attendant ma mort avec impatience ? Non,
Ce n'est pas ça. Si, c'est exactement ça. Et je viens de l'entendre de ta propre bouche, devant témoins. Maître Chevalier s'est avancé, son téléphone à la main. J'ai tout enregistré, a-t-il dit calmement. Chaque mot. Depuis le moment où vous avez dit qu'elle était une vieille inutile. Élodie s'est tournée vers lui, les yeux écarquillés. Vous avez... C'est légal, a-t-il continué. Nous sommes dans un lieu public, et ces enregistrements prouveront votre intention de fraude, de manipulation et d'abus de faiblesse présumés. Le docteur Moreau s'est approché à son tour. Et j'ai ici, il brandissait un dossier, tous les résultats des tests cognitifs de votre mère, tests effectués la semaine dernière. Votre mère est en parfaite santé mentale. Le certificat que vous avez présenté mentionnant son déclin cognitif est un faux. Élodie s'est effondrée sur un banc. Elle pleurait maintenant, mais je ne ressentais aucune pitié. Juste une immense tristesse. Pourquoi, Élodie? Ma voix s'est brisée. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Elle ne répondait pas. Elle sanglotait, la tête dans les mains. Je t'ai tout donné. Mon temps, mon amour, mon argent, ma vie. Après la mort de ton père, tu étais tout ce qui me restait. Et toi, tu as attendu que je meure pour pouvoir récupérer ma maison. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Le silence qui a suivi mes derniers mots était écrasant, lourd comme la pierre de ces murs séculaires. Élodie pleurait toujours, recroquevillée sur son banc comme une enfant prise en faute. Sandrine s'était éclipsée discrètement par une porte latérale, abandonnant sa complice. J'ai regardé ma fille. Cette femme de 40 ans qui avait été mon bébé, ma petite fille, mon unique trésor. Et je ne la reconnaissais plus. Maman. Elle a levé les yeux vers moi. Des yeux rouges, gonflés. Maman, je suis désolée. Désolée? Le mot sonnait creux. Désolée de quoi exactement, Élodie? D'avoir été prise? Ou d'avoir vraiment voulu me détruire? Je ne voulais pas... C'est juste que... Elle cherchait ses mots. J'avais des dettes énormes. Mon cabinet d'avocat ne marchait pas bien. J'allais tout perdre. Et Sandrine m'a dit, elle m'a dit que tu avais tellement d'argent, que cette maison valait une fortune, et que toi, tu n'en avais plus besoin. Je n'en avais plus besoin? Ma voix montait malgré moi. Je n'avais plus besoin de ma propre maison, de ma dignité, de ma liberté? Non, je voulais dire, tu es seule, tu n'as pas besoin d'une si grande maison. Donc tu as décidé à ma place. Tu as décidé que ma vie ne valait plus rien, que je devais être mise de côté, enfermée, dépossédée de tout ce que j'ai construit. Elle a baissé la tête. J'avais tellement peur de tout perdre. Et moi, j'ai senti les larmes monter. Des larmes que j'avais retenues pendant des mois. Tu as pensé à ce que moi j'allais perdre? Maître Chevalier s'est éclairci la gorge. Madame Bonnard, si vous le souhaitez, nous pouvons porter plainte dès aujourd'hui. Abus de confiance, faux et usage de faux, tentative d'escroquerie. J'ai levé la main pour l'arrêter. Laissez-moi un instant. Je me suis assise sur le banc en face d'Élodie. Mes jambes ne me portaient plus. L'adrénaline qui m'avait soutenue pendant ces longues heures dans le cercueil commençait à retomber. Je me sentais épuisée, vidée. Le père Augustin s'est approché doucement. Il a posé sa main sur mon épaule. « Océane, que voulez-vous faire? Que voulais-je faire ?» C'était la question que je me posais depuis des semaines, depuis que j'avais découvert la vérité. Est-ce que je voulais la vengeance, la justice, le pardon? J'ai regardé l'autel, le Christ en croix, les vitraux où la lumière jouait, créant des arcs-en-ciel sur le sol de pierre, cette église où j'avais prié tant de fois, où j'avais cherché des réponses. Je veux récupérer ma vie, ai-je dit finalement. C'est tout ce que je veux. Maman, Élodie a tendu la main vers moi, une main tremblante. S'il te plaît, ne me dénonce pas. Je t'en supplie. Je vais tout perdre. Mon statut d'avocat, ma réputation, tout. J'ai regardé cette main que j'avais tenue quand elle était bébé, que j'avais soignée quand elle tombait en jouant, que j'avais serrée dans la mienne à l'enterrement de son père. Je ne l'ai pas prise. Tu vas tout perdre? Ma voix était calme maintenant, presque sereine. Bienvenue dans le monde que tu avais préparé pour moi. Elle a retiré sa main. Elle a compris. Maître Chevalier, ai-je dit en me tournant vers le notaire. Que se passe-t-il légalement avec la procuration? Elle est immédiatement révoquée. Vous êtes vivante et en pleine possession de vos moyens. Le certificat médical falsifié n'a aucune valeur. Votre fille n'a plus aucun pouvoir sur vos biens. Et l'argent qu'elle a pris?
Vous pouvez exiger qu'elle le rembourse. Et si elle refuse, portez plainte. Je me suis tournée vers Élodie. Tu vas me rembourser les 15 000 euros. Je n'ai pas cet argent. Je te l'ai dit, j'ai des dettes. Alors tu vendras quelque chose. Tu trouveras un moyen. Comme j'ai trouvé des moyens toute ma vie quand il fallait payer tes études, tes voyages, ton mariage. Elle ne disait rien. Elle regardait le sol. Et pour le reste, j'ai pris une longue inspiration. Pour la tentative de fraude, pour le certificat falsifié, pour tout ce que tu as fait, je ne porterai pas plainte. Maître Chevalier a sursauté. Madame Bonnard, vous êtes sûre? Cette femme a essayé de vous voler votre patrimoine, de vous faire enfermer? Je suis sûre. Mais pourquoi? C'était Madame Dupont qui avait parlé, sa voix tremblante d'indignation. Après tout ce qu'elle vous a fait, je me suis levée. J'ai marché vers les vitraux. La lumière colorée dansait sur mes mains. Parce que si je la dénonce, je deviens comme elle. Je deviens quelqu'un qui cherche à détruire. Et je refuse de devenir ça. Maman, la voix d'Élodie était un murmure. Je me suis retournée. Mais ne te trompe pas, Élodie. Ce n'est pas un pardon. C'est une libération. Je me libère de toi, de ta toxicité, de ta trahison. J'ai marché vers elle. Je me suis penchée. J'ai regardé son visage ravagé par les larmes. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Tu n'hériteras de rien. Tu n'auras plus accès à ma maison, à mes comptes, à ma vie. Tu es morte pour moi, comme j'étais censée être morte pour toi. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Je vais refaire mon testament cette semaine. Tout ira à des œuvres caritatives. La maison sera léguée à une association qui aide les femmes victimes d'abus. Mes bijoux iront à un musée. Mon argent servira à financer des bourses d'études pour des enfants défavorisés. Maman, non. Si. Et tu sais quoi? J'ai souri. Un sourire triste mais libérateur. Je me sens déjà plus légère, parce que maintenant je sais. Je sais que tu ne viendras plus me voir en calculant la valeur de mes meubles. Tu ne m'appelleras plus en pensant à l'héritage. Tu ne souriras plus faussement en attendant ma mort. Je me suis redressée. J'ai regardé le père Augustin. Père, puis-je utiliser votre téléphone? Je dois appeler quelqu'un. Bien sûr. Il m'a tendu son téléphone. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Celui de ma nièce, Isabelle, la fille de ma sœur décédée. Une jeune femme de 35 ans que j'avais aidée à élever après la mort de sa mère. Une femme qui m'appelait encore chaque dimanche pour prendre de mes nouvelles. Une femme qui m'aimait vraiment. Isabelle, c'est tante Océane. Tante Océane. Sa voix était joyeuse. Comment vas-tu? Très bien. Écoute, j'aimerais que tu viennes me voir cette semaine. J'ai quelque chose d'important à te dire. Bien sûr. Jeudi, ça te va? Parfait. À jeudi, ma chérie. J'ai raccroché. Élodie me regardait avec des yeux horrifiés. Tu vas tout donner à Isabelle? Non. Je ne vais rien lui donner. Mais je vais passer du temps avec elle. Du temps vrai, sans mensonge, sans calcul. J'ai ramassé mon sac à main, celui que j'avais demandé au docteur Moreau de garder pour moi. J'ai lissé ma robe. J'ai regardé une dernière fois le cercueil vide. Vous savez, ai-je dit à personne en particulier, c'est étrange de survivre à sa propre mort. On voit les choses différemment. On comprend ce qui compte vraiment. Je me suis dirigée vers la sortie de l'église. Madame Dupont m'a rejointe, passant son bras sous le mien. « Vous êtes sûre de votre décision, Océane? De ne pas porter plainte? Certaine. La justice que je veux n'est pas celle d'un tribunal, c'est celle de la vie. Et croyez-moi, la vie se chargera d'Élodie. Nous sommes sortis dans la lumière grise du jour. La pluie s'était arrêtée. L'air sentait la terre mouillée et les fleurs. Derrière moi, j'ai entendu Élodie sortir de l'église. Elle criait mon nom. « Maman! Maman, attends !» Je ne me suis pas retournée. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas répondu à l'appel de ma fille. J'ai continué à marcher. Le docteur Moreau nous a rejointes. « Je vous ramène chez vous, Océane ?»« Non, merci. Je vais marcher. J'ai besoin de sentir que je suis vivante. Vraiment vivante. Vous êtes une femme extraordinaire, a-t-il dit doucement. Non, je suis juste une femme qui a refusé d'être une victime. Madame Dupont et moi avons marché lentement à travers les rues de Bordeaux. Les gens nous regardaient, intrigués de voir une femme en robe noire de deuil qui souriait. « Que vas-tu faire maintenant ?» m'a demandé Henriette. « Vivre, vraiment vivre. Je vais voyager. Lire tous les livres que je n'ai pas eu le temps de lire. Prendre des cours de peinture. Rire avec de vrais amis. Profiter de chaque instant. Et ta maison? Tu vas vraiment la léguer? Oui. Ou peut-être que je la transformerai en quelque chose de beau. Une bibliothèque publique.
Un centre d'accueil pour femmes en difficulté. Quelque chose qui aura du sens. Nous sommes arrivés devant ma maison. Mon magnolia avait de nouvelles fleurs, blanches, immaculées, symbole de renouveau. « Tu veux entrer prendre le thé ?» ai-je proposé. Avec joie. Nous sommes entrés. J'ai ouvert toutes les fenêtres. L'air frais est entré, chassant l'odeur de renfermé, de tristesse, de trahison. J'ai préparé du thé. Nous nous sommes assises dans mon salon. Et j'ai pleuré. Longtemps. Pas de tristesse, de soulagement, de libération. C'est fini, ai-je murmuré. C'est vraiment fini. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Pour la première fois depuis des mois, sans cauchemar, sans inquiétude, parce que j'avais survécu à ma propre mort, à la trahison, à la douleur, et maintenant, j'étais libre. Les jours qui ont suivi ma résurrection ont été étranges. Bordeaux est une petite ville malgré sa taille. Les nouvelles circulent vite, très vite. L'histoire de la femme qui avait organisé son propre enterrement pour démasquer sa fille s'est répandue comme une traînée de poudre. Au marché des Capucins, dans les cafés, dans les salons bourgeois des Chartrons, on ne parlait que de ça. Tu as entendu ? Océane Bonnard, la vieille prof de littérature, incroyable non, sa propre fille. Et elle l'a prise en flagrant délit devant toute l'église. Je ne sortais plus beaucoup ces premiers jours, pas par honte, au contraire, mais par besoin de silence, de solitude, de reconstruction. J'ai passé une semaine entière à trier ma vie, littéralement. J'ai ouvert tous les placards, toutes les armoires, tous les tiroirs. J'ai sorti les vêtements que je ne portais plus, les objets que je gardais par nostalgie mais qui ne me servaient à rien, les lettres d'Élodie, ces centaines de lettres qu'elle m'avait écrites quand elle était jeune. « Je t'aime, maman. Tu es la meilleure maman du monde. » J'ai tout brûlé dans la cheminée, une par une, en regardant les flammes dévorer ces mensonges innocents d'une enfant qui était devenue un monstre. Le jeudi, Isabelle est venue, comme prévu. Elle est arrivée avec des fleurs, des roses jaunes, mes préférées. Tante Océane, elle m'a serré dans ses bras, fort, longtemps. J'ai entendu, tout Bordeaux parle de ce qui s'est passé. C'est vrai? Tu as vraiment? C'est vrai. Nous nous sommes assises dans le salon. Je lui ai raconté tout, en détail. Elle m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux se remplissant de larmes au fur et à mesure. Comment a-t-elle pu? A-t-elle murmuré quand j'ai terminé. Sa propre mère. La cupidité fait faire des choses terribles aux gens, ma chérie. Et tu ne vas pas porter plainte? Non. J'ai décidé de la laisser vivre avec ses choix. Isabelle a pris ma main. Tu es plus forte que moi, tante Océane. Moi, je ne sais pas si j'aurais pu pardonner. Je n'ai pas pardonné. Je me suis libérée. C'est différent. Nous avons parlé pendant des heures. D'elle, de sa vie, de son travail d'infirmière, de ses projets de mariage avec Thomas, son compagnon depuis 5 ans. De tout et de rien. En la regardant, j'ai réalisé quelque chose. J'avais de la famille. De la vraie famille. Pas celle du sang, qui m'avait trahi, mais celle du cœur, qui était restée fidèle. Isabelle, ai-je dit avant qu'elle parte, j'aimerais que tu sois plus présente dans ma vie, que nous soyons vraies l'une avec l'autre. J'adorerais ça, tante Océane. Après son départ, je me suis sentie plus légère, comme si un poids immense avait été enlevé de mes épaules. Les semaines ont passé. Septembre est arrivé, avec sa lumière dorée et ses premières fraîcheurs. J'ai commencé à recevoir des nouvelles d'Élodie. Pas directement, jamais directement, mais par Madame Dupont, qui avait des amis partout et qui entendait tout. « Tu sais ce qui est arrivé à Élodie ?» m'a-t-elle dit un matin en prenant le thé chez moi. « Non, et je ne suis pas sûre de vouloir savoir. »« Oh, tu vas vouloir entendre ça !» Elle m'a raconté. Apparemment, l'histoire avait fait le tour du barreau de Bordeaux. Les avocats, comme tous les professionnels, détestent les scandales, surtout quand l'un des leurs est impliqué dans une affaire de fraude contre sa propre mère. Le cabinet où travaillait Élodie lui avait demandé de démissionner. Pour préserver notre réputation, avait-il dit. Il ne voulait pas être associé à quelqu'un capable d'une telle trahison familiale. Élodie avait perdu son emploi en octobre. Elle avait essayé de trouver un autre poste. Mais partout où elle se présentait, on connaissait son histoire. Personne ne voulait d'elle. Qui pourrait faire confiance à une avocate qui trahit sa propre mère, disaient-on les gens. En novembre, j'ai appris par maître Chevalier qu'Élodie avait dû vendre son appartement, celui du centre-ville avec vue sur la Garonne, celui qu'elle aimait tant. Elle ne pouvait plus payer le crédit, m'a expliqué le notaire. Sans emploi, la banque a exigé le remboursement immédiat. Elle a été obligée de vendre en urgence. Elle a perdu beaucoup d'argent dans la transaction.
Je n'ai rien dit. Je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse, juste une étrange neutralité. La vie, comme je l'avais prédit, se chargeait d'Élodie. En décembre, Madame Dupont m'a appris qu'Élodie et Sandrine s'étaient séparées. Apparemment, Sandrine avait rapidement compris que l'amitié avec Élodie ne lui apporterait plus rien. Plus d'argent à espérer, plus de maison à hériter, juste une femme ruinée et méprisée. Elle l'a abandonnée du jour au lendemain, m'a dit Henriette, comme un rat qui quitte un navire qui coule. Élodie se retrouvait seule, sans argent, sans travail, sans amis, sans mère, exactement ce qu'elle avait voulu pour moi. Le karma, cette force invisible que les bouddhistes appellent la loi de cause à effet, faisait son œuvre. En janvier, j'ai croisé Élodie par hasard. C'était un samedi matin, au marché des Capucins. Je regardais les fraises d'hiver chez Monsieur Dubois quand je l'ai vue. Elle était maigre, tellement maigre. Son visage était creusé, ses yeux cernés. Elle portait un manteau élimé, trop grand pour elle. Ses cheveux, autrefois si bien coiffés, étaient ternes et mal entretenus. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la honte dans ses yeux, la douleur, le regret peut-être. Elle a ouvert la bouche, comme pour parler, puis elle l'a refermée. Elle a baissé les yeux, et elle s'est éloignée rapidement, disparaissant dans la foule du marché. Mon cœur s'est serré. Pas de pitié, mais de tristesse. Tristesse pour cette femme qui avait été ma fille. Pour cet enfant que j'avais tant aimé et qui s'était perdu en chemin. Océane? Monsieur Dubois me regardait avec inquiétude. Vous allez bien? Oui, je vais bien. J'ai acheté mes fraises. Je suis rentré chez moi. Et j'ai pleuré. Pas pour Élodie. Pour la mère que j'avais été. Pour l'amour gâché. Pour le temps perdu. Puis je me suis essuyé les yeux. J'ai préparé du thé. J'ai ouvert un livre de Colette. Et j'ai continué ma vie. En février, j'ai appris qu'Élodie avait déménagé. Elle avait quitté Bordeaux. Personne ne savait où elle était partie. Paris, peut-être, ou Lyon, ou plus loin encore. Elle était partie recommencer ailleurs, loin de cette ville qui connaissait son histoire, loin de cette mère qu'elle avait trahie. Madame Dupont pensait que je serais soulagée de ce départ. Au moins, tu ne risques plus de la croiser, a-t-elle dit. Mais je me sentais étrangement vide, comme si, avec son départ, un chapitre définitif de ma vie se fermait. Un matin de mars, en buvant mon café dans le jardin, j'ai regardé le magnolia. Il était en pleine floraison. Des centaines de fleurs blanches qui éclataient sur les branches noires. Un spectacle magnifique, symbole de renaissance. J'ai pensé à ces derniers mois, à tout ce que j'avais traversé, la trahison, le chagrin, la colère, la libération. Et j'ai compris quelque chose. La justice n'était pas venue d'un tribunal. Elle n'était pas venue de moi non plus. Elle était venue de la vie elle-même. Élodie avait voulu me détruire pour prendre ma fortune. Et maintenant, elle avait tout perdu. Son travail, sa réputation, son argent, ses amis, sa dignité. Elle m'avait traité de vieille inutile. Et maintenant, c'était elle qui errait, inutile, perdue, sans but. Elle avait voulu m'enfermer dans une maison de retraite. Et maintenant, c'était elle qui était prisonnière. Prisonnière de ses choix, de ses mensonges, de son karma. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Cette phrase m'est venue naturellement. Je l'ai répétée à voix haute, testant sa vérité. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. C'était vrai, profondément vrai. Moi qui avais donné de l'amour, du dévouement, de l'honnêteté, je recevais maintenant de la paix, de la liberté, de nouvelles amitiés sincères. Élodie qui avait donné de la trahison, de la manipulation, de la cupidité, recevait maintenant de la solitude, du mépris, de la ruine. Aucun juge n'avait prononcé de sentence. Aucun policier ne l'avait arrêtée. Et pourtant, elle payait. Chaque jour, chaque nuit. En avril, j'ai commencé à donner des cours de littérature bénévole à la bibliothèque municipale. Des cours pour adultes qui voulaient redécouvrir les classiques français. Nous lisions Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola. J'ai rencontré des gens formidables. Lucienne, une retraitée de 65 ans qui adorait Proust. Marcel, un ancien ouvrier de 70 ans qui découvrait Baudelaire. Sophie, une jeune femme de 30 ans qui cherchait du sens dans sa vie et qui trouvait des réponses dans les livres. Nous nous réunissions chaque mardi soir. Nous discutions pendant des heures, de littérature, de vie, de philosophie. Vous savez, m'a dit Lucienne un soir, vous êtes une femme inspirante, Océane. Après ce que vous avez vécu,
Vous auriez pu devenir amère. Mais vous êtes toujours généreuse, ouverte, vivante, parce que j'ai choisi de l'être, ai-je répondu. Le malheur ne nous définit pas. C'est notre réaction au malheur qui nous définit. En mai, pour mon 71e anniversaire, Isabelle a organisé une petite fête chez moi. Elle avait invité Madame Dupont, le docteur Moreau, le père Augustin, maître chevalier et mes nouveaux amis de la bibliothèque. Nous étions une quinzaine, dans mon salon et mon jardin. Il faisait beau. Le magnolia était encore en fleurs. Les gens riaient, mangeaient, buvaient du vin de Bordeaux. À un moment, Isabelle a tapé dans ses mains. « Un toast !» a-t-elle dit en levant son verre. « À tante Océane, la femme la plus courageuse que je connaisse, la femme qui a survécu à sa propre mort et qui nous apprend chaque jour ce que signifie vraiment vivre. » Tout le monde a levé son verre. À Océane, j'ai regardé ces visages autour de moi, ces gens qui m'aimaient vraiment, qui étaient là non pas pour ce que je possédais, mais pour ce que j'étais. Et j'ai compris que j'étais riche, plus riche que je ne l'avais jamais été. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai pensé à Élodie. Je me suis demandé où elle était, comment elle allait, si elle pensait à moi parfois. J'espérais qu'elle allait bien, vraiment, pas parce que je lui pardonnais, mais parce que je ne voulais plus porter cette haine. Je voulais être libre, complètement libre, et je l'étais. Nous sommes maintenant en novembre, 1 an exactement après cette journée où j'ai ouvert les yeux dans mon cercueil. 1 an depuis que j'ai choisi de vivre vraiment. Ce matin, je me suis réveillée comme d'habitude. À 6 heures, j'ai ouvert mes volets bleus. La lumière d'automne entrait doucement, caressant les meubles anciens, le piano à queue, les bibliothèques, mes compagnons fidèles. J'ai préparé mon café. Puis je me suis assise dans mon jardin, emmitouflée dans un châle de laine, regardant les dernières feuilles du magnolia tomber doucement sur l'herbe humide. J'ai 71 ans maintenant. Mes cheveux sont complètement blancs. Mon visage porte les marques du temps, des rires, des larmes. Mais mes yeux, me dit-on, brillent plus qu'avant. Vous avez le regard de quelqu'un qui a trouvé la paix, m'a dit le père Augustin la semaine dernière. Peut-être a-t-il raison. Cette année a été la plus difficile et la plus belle de ma vie. Difficile parce que j'ai dû accepter l'inacceptable, que ma propre fille m'avait trahi, que l'amour maternel ne garantit pas l'amour filial, que certaines personnes, même celles que nous avons portées dans notre ventre, peuvent devenir des étrangères. Mais aussi la plus belle parce que j'ai découvert qui j'étais vraiment, sans le rôle de mère, sans le poids des obligations familiales, sans les mensonges. J'ai découvert Océane, juste Océane. Et cette femme me plaît. J'ai tenu ma promesse. En septembre, j'ai refait mon testament avec maître chevalier. Ma maison sera transformée en bibliothèque publique après ma mort. Une bibliothèque spécialisée en littérature française classique, ouverte à tous, gratuitement. La Maison Océane, l'appellerons-nous. Un lieu où les gens viendront chercher des réponses dans les livres, comme j'ai toujours fait. Mes bijoux iront au Musée des Arts décoratifs de Bordeaux. Ma collection de premières éditions sera donnée à la bibliothèque municipale. Mon argent servira à créer une bourse d'études pour des jeunes femmes défavorisées qui veulent faire des études de littérature. Rien n'ira à Élodie. Rien. Et étrangement, cette décision ne me rend pas triste. Elle me libère. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe blanche, sans adresse de retour. L'écriture sur l'enveloppe était tremblante, presque méconnaissable. Mais je l'ai reconnue quand même. Élodie. J'ai gardé cette lettre sur mon bureau pendant 2 jours sans l'ouvrir. Je la regardais le matin, le soir, me demandant ce qu'elle contenait. Des excuses, des reproches, des supplications. Finalement, un mercredi après-midi, après mon cours à la bibliothèque, je l'ai ouverte. L'écriture était désordonnée, les mots barrés, réécrits, comme si elle avait du mal à trouver ce qu'elle voulait dire. « Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre, je ne sais même pas si tu voudras la lire. Mais j'avais besoin de l'écrire. Je suis à Lyon maintenant. Je travaille comme caissière dans un supermarché. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Mon diplôme d'avocat ne me sert plus à rien. Personne ne veut de moi. Je vis dans un studio de 20 mètres carrés. Je n'ai presque rien. Quelques vêtements, quelques livres, des souvenirs que je voudrais parfois oublier. Chaque jour, je pense à ce que j'ai fait, à ce que je t'ai fait. Et la honte me ronge. Elle me réveille la nuit. Elle m'accompagne le jour. Elle ne me quitte jamais. Je ne cherche pas ton pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je ne cherche pas ton aide non plus. Je sais que je dois payer pour mes erreurs. Je voulais juste te dire que tu avais raison. La vie rend toujours ce qu'on lui donne.
Et moi, j'ai donné de la trahison. Maintenant, je récolte la solitude. Mais je voulais aussi te dire quelque chose d'important. Quelque chose que je n'ai jamais dit quand il était encore temps. Tu as été une mère formidable. Tu m'as tout donné. Ton amour, ton temps, ton argent, ta vie. Et moi, je n'ai jamais su l'apprécier. Je prenais tout pour acquis. Je pensais que tu me devais tout ça. Aujourd'hui, je comprends. Mais c'est trop tard. Je ne te demande rien. Je ne veux rien. Je voulais juste que tu saches que quelque part, dans un studio minable de Lyon, il y a une femme de 41 ans qui regrette profondément. Je t'aime, maman. Je sais que ces mots sonnent faux maintenant, mais je les écris quand même, parce qu'ils sont vrais, même si mes actions ont prouvé le contraire. Élodie, j'ai lu cette lettre 3 fois, puis je l'ai posée sur mon bureau. J'ai regardé par la fenêtre, le magnolia, le ciel gris, les toits d'ardoise. J'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de joie non plus, juste de reconnaissance. Reconnaissance qu'elle ait enfin compris, même si c'était trop tard. Le soir même, j'ai écrit une réponse, courte, simple. Élodie, j'ai reçu ta lettre, je l'ai lue. Je te remercie pour ton honnêteté. Tu as raison. C'est trop tard pour nous. Pour la relation mère-fille que nous aurions pu avoir, pour la confiance que tu as brisée. Mais ce n'est pas trop tard pour toi. Tu es jeune encore. Tu as toute une vie devant toi. Une vie où tu peux choisir qui tu veux être. Tu peux choisir d'être amère, de te voir en victime, de blâmer le monde entier pour tes erreurs. Ou tu peux choisir d'être meilleur, d'apprendre de tes erreurs, de construire une vie basée sur l'honnêteté et l'intégrité. Le choix t'appartient. Je ne te pardonnerai jamais. Mais je te libère. Je te libère de ma colère, de ma déception, de mon amour déçu. Vis ta vie, Élodie, et essaye d'être la femme que ton père aurait été fier de connaître. Océane. J'ai posté cette lettre le lendemain. Je ne sais pas si elle répondra. Je ne sais pas si je veux qu'elle réponde, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Hier, Isabelle est venue déjeuner avec Thomas, son fiancé. Ils vont se marier au printemps. Ils m'ont demandé si je voulais être témoin. Moi, j'étais surprise, touchée. Évidemment, toi, a dit Isabelle en souriant. Tu es la personne la plus importante de ma vie, tante Océane. Après Thomas, bien sûr. Thomas a ri. Et je suis d'accord avec elle. Vous êtes une femme extraordinaire, Océane. Un modèle pour nous tous. Un modèle? J'ai secoué la tête. Non, je suis juste une vieille femme qui a fait des erreurs et qui a essayé d'apprendre de ses erreurs. Justement, a dit Isabelle, vous nous apprenez qu'on peut survivre à la trahison, qu'on peut reconstruire, qu'on peut choisir la dignité plutôt que la vengeance. Leurs mots m'ont réchauffé le cœur. Ce soir, assise dans mon salon, une tasse de thé fumant entre mes mains, je pense à tout ce que j'ai appris cette année. J'ai appris que la famille n'est pas toujours celle du sang. Parfois, c'est celle qu'on choisit, celle qui nous choisit. Isabelle, Madame Dupont, mes amis de la bibliothèque. Voilà ma vraie famille. J'ai appris que le pardon n'est pas obligatoire, qu'on peut choisir de se libérer sans pardonner, que la paix intérieure ne dépend pas du pardon mais de l'acceptation. J'ai appris que la vengeance est inutile, que la vie se charge elle-même de rendre justice, que le karma existe vraiment, même si on ne l'appelle pas ainsi. J'ai appris que vieillir n'est pas mourir, que 70 ans, 75 ans, 80 ans peuvent être des années magnifiques, pleines de découvertes, d'amitié, de sens. J'ai appris que notre valeur ne dépend pas de notre utilité aux yeux des autres, qu'on peut être inutile selon les standards du monde et pourtant avoir une vie riche et belle. J'ai appris que la dignité est un choix, qu'on peut la garder même quand tout le reste nous est enlevé. Et surtout, j'ai appris que je suis plus forte que je ne le pensais, que j'ai survécu à l'impensable, à la trahison de ma propre fille, et que non seulement j'ai survécu, mais j'ai prospéré. Le téléphone sonne. C'est Madame Dupont. Océane? J'ai fait une tarte aux prunes. Tu viens la partager avec moi? J'arrive dans 10 minutes. Je raccroche. Je souris. Ces petits moments, ces petites joies, c'est ça, la vraie richesse. Je prends mon châle. Je ferme ma porte. Je traverse la rue. Et pendant que je marche sous les lampadaires qui s'allument dans le crépuscule bordelais, je pense à vous qui m'écoutez, à vous qui avez suivi cette histoire jusqu'au bout. Peut-être que vous aussi vous avez été trahi par quelqu'un que vous aimiez. Peut-être que vous aussi vous vous sentez perdue, blessée, détruite.
Je veux que vous sachiez quelque chose. Vous survivrez, comme j'ai survécu. Vous vous relèverez, comme je me suis relevé. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous comprendrez que cette épreuve, aussi terrible soit-elle, vous a transformé, vous a rendu plus forte, plus sage, plus authentique. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Donner de l'amour, même si vous avez été trahi. Donner de la dignité, même si on a essayé de vous humilier. Donner de la lumière, même si vous avez traversé les ténèbres. Et la vie vous rendra tout cela, au centuple, d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse, que la vie vous bénisse, que l'amour vous bénisse. Et à très bientôt. Océane Bonnard, 71 ans, professeure de littérature à la retraite, survivante, et enfin vraiment profondément libre.